suis très heureuse d'avoir Hugues Boisvert avec moi ce soir. Ça fait déjà un certain temps qu'on n'a pas eu la chance de s'entretenir avec lui. Avocat en affaires, fondateur de Hasdall Law. Je veux dire, c'est vraiment quelqu'un, une ressource de la communauté, une ressource professionnelle sur tout ce qui est affaires et entrepreneuriat et tout ce qui est droit des affaires. Et je voulais qu'il nous explique, moi je vais dire NAFTA parce qu'on entend tout le temps parler de NAFTA, oui. mais en français c'est l'ALENA. L'accord de libre-échange nord-américain. Puis on parle de ça beaucoup dans les nouvelles. Absolument. Puis c'est bien mélangeant. Peux-tu nous expliquer un peu? Il y en a, si vous comprenez, excellent, là, mais... Donc, dans un premier temps, l'accord de libre-échange nord-américain, c'est une entente commerciale entre 3 pays, qui sont évidemment le Canada, les États-Unis et le Mexique. Donc, avant 1988, lorsque les pays voulaient s'échanger des biens entre pays, finalement, donc si on prend par exemple l'industrie automobile, si on voulait envoyer entre une usine à Détroit des portes d'auto au Canada pour que ça soit fabriqué, il y avait des droits compensatoires, donc il y avait des tarifs douaniers qui devaient être payés, entre 4 et 5 dans le domaine de l'automobile. Ce tarif-là était considéré comme une barrière. Comme une barrière à l'entrée pour le commerce. Donc, dans les années début 1990, le George Bush père a fait une entente avec Brian Mulroney et le Mexique pour créer l'accord de libre-échange américain pour mousser finalement le commerce entre les 3 pays. C'était une bonne chose à ce moment-là? C'était une excellente bonne chose parce qu'il se disait, si on enlève les tarifs douaniers, les biens vont être consommés, ça va passer d'un pays à un autre. Ça a été une excellente chose pour le Mexique parce que le Mexique a vu son coût de la vie, justement, des employés ont pu faire, il y a eu une explosion finalement des différentes usines. La crainte qu'il y avait, c'était l'érosion du secteur manufacturier aux États-Unis pour aller en Chine. Donc, ils se sont dit, si on crée ça, ça va faire revenir du travail, des emplois au niveau des 3 pays fondateurs de l'entente en 1984. C'est rentré en vigueur le 1er janvier 1994, finalement. Donc, ça fait quand même... Ça fait 25 ans. Ça fait 25 ans, ça. c'est ça. Ça a commencé en 92, signé effectif en 1994 sous Bill Clinton aux États-Unis qui a signé l'entente. OK. Donc, ça, c'est la prémisse pour l'entente entre l'accord, et c'est pour ça que ça s'appelle l'accord de libre-échange nord-américain, pour mousser les différents commerces internationaux entre les 3 pays. Et avec Obama aussi, c'était la même chose ou ça a commencé à changer à ce moment-là? Ça a commencé au fil des ans. Ce qui est arrivé, il y a principalement 3 ou 4 points en ce moment que quand Donald Trump est arrivé au pouvoir, il a dit « ça ne fonctionne pas ». Donc, on appelle la règle d'origine. Donc, on va prendre, par exemple, il y a une règle qui dit que dans le secteur de l'automobile, il faut que 65 des pièces soient assemblées dans un des 3 pays pour que ça puisse passer d'un pays à l'autre sans payer de tarifs douaniers. Ce qui arrivait, et ce qui arrive encore aujourd'hui, c'est un des problèmes, 90 des pièces sont faites en Chine, sont maintenant envoyées aux États-Unis et sont assemblées. Et là, les États-Unis ou le Canada, vice-versa, veulent pouvoir échanger leurs produits finaux montés sans payer de tarifs douaniers. Donc, Donald Trump, sa position, c'est de dire ce n'est pas correct que la règle d'origine, c'est comme ça que ça s'appelle, la règle d'origine, donc des pièces, soit 65 quand on s'entend que tout est fait en Chine, c'est envoyé aux États-Unis ou au Canada ou au Mexique, mis ensemble, ces pièces-là, et ensuite envoyé du Canada aux États-Unis, ils ne veulent pas payer de tarifs douaniers. Ça crée, ce qui arrive finalement, c'est que ça cause des emplois américains, qui c'est le secteur manufacturier automobile. Ça a changé aussi le secteur manufacturier au Canada, surtout l'automobile. Absolument, absolument. Ça donne beaucoup de pouvoir à la Chine. Exactement. Okay. Donc, Donald Trump, ce qu'il a dit, tous les emplois manufacturiers pour l'automobile devraient se faire aux États-Unis. On veut ramener les emplois de la Chine aux États-Unis. On devrait élever ce standard-là de 65 On devrait mettre 90 si le Canada veut envoyer des voitures, finalement, aux États-Unis, il ne veut pas payer le tarif douanier et veut utiliser l'accord de libre-échange, ça devrait être 90 des pièces bâties,
fabriqués et assemblés dans un des 3 pays et non pas la Chine. Donc, c'est une des positions qu'il prend, lui. Il se dit, ça ne fait pas de sens. Puis les leaders comme du Canada, le Canada et le Mexique sont d'accord ou non? Ils sont en accord partiellement avec la position de Donald Trump parce que c'est ça. Après ça, comment on peut s'assurer que c'est vraiment 90 des choses comme ça? Ça, c'est un des premiers points qui est vraiment important pour Donald Trump. Et on peut concevoir la rationnelle derrière sa position. Dans un deuxième temps, au niveau tout ce qui est ferme laitière. Donc, au Canada, on a un énorme marché, mais c'est un monopole ou un oligopole. Il y a très peu de joueurs dans ce mode-là, ce qui est au niveau du lait et des œufs. Oui, le lait américain veut venir au Canada. Exactement. Donc, en ce moment, il y a un quota d'environ 3,4 de la production canadienne qui est permis de rentrer des autres pays, des États-Unis ou du Mexique seulement. Ils veulent pouvoir vendre plus que 3,4 Donc, ça, c'est un des problèmes. Puis le troisième point que Donald Trump a beaucoup de problèmes, c'est le chapitre 19 de l'accord de libre-échange. Donc, vous allez entendre la ministre Freeland, qui est la ministre du Commerce international ici et des Affaires étrangères, finalement, qui négocie l'entente pour le Canada. Quand il y a une dispute entre un des 3 pays, parce qu'on s'entend qu'il y en a qui ne respectent pas l'accord de libre-échange, le 65 par exemple, il y en a qui essayent d'utiliser 40 mais quand même utiliser l'accord de libre-échange. En vertu du chapitre 19, ce que ça dit, c'est que si toi, tu viens des États-Unis, moi, je viens du Canada, et on a une dispute entre pays, ce qui arrive, c'est qu'il y a un panel qui est nommé de différents membres du Canada et des États-Unis, et ça s'alterne. Donc, si c'est une dispute, la première, ça va être aux États-Unis, ensuite c'est au Canada, ensuite c'est aux États-Unis, ensuite c'est au Canada. Pour enlever le biais. Et voilà. Oui. La problématique de ça, c'est qu'aussitôt qu'on argumente l'article 19, donc il y a un conflit, c'est final bâton. Donc, on ne peut pas faire appel en cours, finalement. Si toi, tu es des États-Unis, on a un conflit, on a un différend, tu perds aux États-Unis. Comme pays. C'est final bâton. Tu ne peux pas aller porter en appel devant les différentes cours, les différents tribunaux américains. C'est final bâton. Right? Et c'est quoi l'utilité de cette loi-là? C'est qu'on veut pas... Le problème, c'est que si, comme une compagnie comme Boeing, on prend l'exemple de Boeing et de Airbus contre Bombardier, ils peuvent dépenser des centaines de millions, continuer à briser l'entente, mais toujours aller en appel. Donc, il y a des décisions, des fois, ça prend 3, 4, 5, 6 ans. Mais pendant ce temps-là, le producteur ou le manufacturier continue à faire ça. Donc, c'est la rationnelle parce que s'ils dépensent 100 millions, mais ils en font 400 millions pendant ce temps-là, c'est une décision d'affaires qui vaut la peine. Et la dernière partie qu'on entend beaucoup, puis là, c'est là que les discussions ont achoppé entre le Canada et les États-Unis, le Mexique un peu moins. Les États-Unis veulent dire notre déficit commercial, parce que il y a eu une exode des différents emplois et des choses, on perd beaucoup d'argent. On va re-signer une entente, et là, il y a d'autres points, il y a tout ce qui est l'environnement, il y a plusieurs autres points qui sont à négocier, mais on va signer une entente. On parle beaucoup de l'environnement. Exactement. On va signer une entente qui va dire que dans 5 ans, un des 3 pays peut sortir. On va réévaluer, puis on peut sortir de l'entente. Donc, ce n'est pas une solution à long terme, mais eux, ils se disent, on va l'essayer. Si on n'aime pas le nouveau deal qu'on a mis ensemble, dans 5 ans, on va juste terminer l'entente. Et là, les partenaires autour de la table, qui sont le Mexique et le Canada, regardent ça en disant, nous, on n'est pas intéressés à avoir une entente d'essai. Donc, c'est vraiment la problématique, et en ce moment, c'est là les discussions. Et justement, la ministre du Commerce et des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, ont décidé collectivement, avec les Américains, ils vont repousser les négociations. Initialement, c'était 3 séries de négociations dans chaque pays. Donc, il y avait une 50aine de tables. La façon que ça fonctionne, c'est que les gens arrivent de chaque pays, une 50aine de tables, de petits groupes de chaque pays, ils s'attaquent une partie de l'entente. Et ils font Canada, États-Unis et Mexique. Et là, ils ont réalisé que ce n'est pas rationnel de faire, c'est pas raisonnable de régler le problème. Donc, ils vont repousser les discussions jusqu'en janvier, probablement jusqu'au premier quart de 2018 pour pouvoir finaliser et voir s'ils peuvent s'entendre. Et on entend toujours Donald Trump qui crie toujours derrière. Si ça ne fonctionne pas, on va juste déchirer l'entente et on va passer à autre chose.
Je pense qu'il est important qu'on sache, c'est que le Canada est le partenaire économique le plus important des États-Unis. Donc, par conséquent, il y a une décision économique des manufacturiers américains qui ne peuvent pas perdre le Canada comme marché. Et ça, c'est important. Je pense que Donald Trump, politiquement, a beaucoup de votes à aller chercher en disant on va déchirer l'entente, mais d'une façon pratico-pratique. C'est pas nécessairement ce qui va se passer. C'est pas nécessairement ce qui va se passer parce que les États-Unis ont trop à perdre au niveau... c'est quelque chose comme 800 milliards, exactement. Ah. Donc, c'est énorme. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. En quelques minutes, tu nous as fait le profil. Je comprends beaucoup mieux. Merci. Merci d'avoir été là. Si vous voulez plus d'informations, Hugues Boisvert, vous pouvez le trouver à haslolaw.com. Restez là. Après la pause, je suis avec Rachel Pro-McMahon et on fait des massages jaquets pour diminuer les rides de notre visage. Soyez là.